Bonsoir, chers amis et téléspectateurs, fidèles téléspectateurs de la Prestige TV. Je vous rappelle que nous sommes dans un autre numéro de Prestige Santé, communément appelé PACMI. Aujourd'hui, nous rencontrons quelqu'un qu'on ne présente plus à Thiès. Son nom c'est Dr Joseph Adoum, gynécologue obstétricien, chef de service de la maternité de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Thiès. Mais nous le rencontrons dans cette cabinet mère-enfant. Donc nous allons parler sur grossesse et fibrome ou grossesse. Beaucoup de questions sont posées sur ce thème, à savoir fibrome et grossesse ou grossesse et fibrome. Des gens pensent que dans la présence de fibrome, on ne peut pas avoir des enfants. D'autres pensent qu'il ne peut pas avoir de fibrome pendant la grossesse. Mais ce soir, nous sommes avec Dr Joseph Adoum, gynécologue obstétricien, qu'on ne présente plus à Thiès, qui a fait ses preuves pendant des années. Il est gynécologue obstétricien. Donc nous sommes venus pour lui poser des questions, afin qu'il nous éclaircisse sur ce thème que nous voulons travailler avec lui aujourd'hui. Docteur, je vous laisse, vous allez vous présenter. Merci, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Je me nomme Joseph Adoum, je suis médecin, gynécologue obstétricien, chef de service de la maternité de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Donc aujourd'hui, Prestige TV m'a rencontré au cabinet mère-enfant, siège derrière le centre culturel de Nguent, pour qu'on puisse débattre un peu sur le thème fibrome et grossesse, pour voir s'il y a possibilité de porter une grossesse lorsque l'utérus est fibromateux, ou bien comment la grossesse peut évoluer dans un utérus fibromateux et quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir protéger cette grossesse jusqu'à aboutir à un accouchement favorable. Merci. Bonsoir encore, comme vous l'avez entendu, le docteur a fait sa présentation. Donc nous allons vite fait aller au but du sujet. Docteur, on entend souvent fibrome et grossesse et fibrome. Quelle est la définition que vous pouvez apporter sur cette question? Merci mon ami. D'abord, nous allons nous appesantir un peu sur la définition de la thématique de fibrome. Fibrome, c'est encore ce qu'on appelle myome ou bien léomyome. Vous pouvez même entendre des appellations fibromyome. C'est la même entité. D'aucuns vont nous faire croire que le fibrome c'est différent du myome, mais ce n'est pas vrai. Le fibrome est égal au myome. Et le fibrome, c'est une tumeur, une boule qui se forme aux dépens des fibres musculaires de l'utérus chez la femme. Et c'est une tumeur qui n'est pas cancéreuse. Donc c'est une tumeur bénigne. C'est une tumeur bénigne qui se développe aux dépens des fibres musculaires qu'on appelle communément le myomètre de la femme, de l'utérus, chez la femme. D'accord. Mais donc, le plus souvent, les gens se posent la question, est-ce qu'il y a une cause exacte? Pour chercher une cause, je dirais non, mais il y a des facteurs favorisants. Les facteurs favorisants tels que une hyperactivité de l'estrogène, qui est une hormone sécrétée par la femme au niveau des ovaires sur le myomètre, c'est-à-dire le muscle utérin. Lorsqu'on a une hyperactivité de cette hormone qui est l'estrogène sur le myomètre, les fibromes peuvent commencer, les fibres musculaires de l'utérus vont commencer par dégénérer, former de petites boules et vont augmenter de volume pour avoir même des tailles énormes, pouvant aller jusqu'à 20 cm de diamètre et plus, que nous avons déjà eu à rencontrer. Donc on a des facteurs favorisants et non des causes. Ce qui fait que les fibromes même sont plus fréquents chez les femmes de race noire que chez les femmes de race blanche. En dehors des facteurs favorisants,
quelles sont les manifestations, autrement dit les signes cliniques des fibromes? Bon, les fibromes ont plusieurs signes cliniques, comme des métrorragies, c'est-à-dire des saignements en dehors des règles. Il peut y avoir des règles abondantes, la femme qui voit ses règles qui saignent abondamment, ou bien des règles qui se prolongent, ou bien des règles qui sont abondantes et qui se prolongent aussi. On peut avoir aussi une augmentation du volume de l'abdomen, mais souvent c'est rare, c'est lorsque le fibrome a une taille énorme que l'abdomen augmente de volume, pouvant donner même l'aspect d'un ventre qui contient un utérus grave, c'est-à-dire un utérus qui porte un enfant. Mais cependant, c'est un utérus vide, qui n'a pas d'enfant, mais qui porte un fibrome. On peut sentir aussi des pesanteurs. La femme peut sentir des pesanteurs, c'est-à-dire elle sent quelque chose qui pèse dans son ventre, surtout au niveau du bas-ventre. Il peut y avoir aussi des signes urinaires. Quand le fibrome est énorme, il peut comprimer la vessie et la femme peut avoir des difficultés urinaires. Elle va uriner fréquemment. Ça peut aussi l'amener en consultation. Et des fois, les fibromes sont même anodins. Il n'y a pas de signe. La femme vient pour un check-up. Je vais voir si tout va bien chez moi. Je me suis marié, je fais un bilan de grossesse ou bien je vais juste faire un bilan de santé. Et à l'examen, on se rend compte que cette dame porte un utérus qui a des fibromes. D'accord, je rappelle, chers téléspectateurs, que ce soir, nous sommes avec Dr Joseph Adom, gynécologue obstétricien, chef de service de la maternité de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Thiès. Aujourd'hui, on le rencontre ici au cabinet mère-enfant, derrière le centre culturel à Nguent. Donc, docteur, comment faire pour poser le diagnostic? Bon, pour poser le diagnostic, comme je l'ai dit, soit la femme est venue pour des saignements, ou bien elle a des signes de malaise qui l'amènent en consultation, ou bien elle est venue juste pour un bilan de routine et on pose le diagnostic. À l'examen, on se rend compte que l'utérus a augmenté de volume, ou bien en faisant une échographie. Donc, lorsqu'on se rend compte qu'il y a une anomalie par rapport à cet utérus, on fait recours à l'échographie qui va révéler la présence de myomes, ou bien on peut faire encore recours s'il y a plusieurs noyaux, c'est-à-dire s'il y a plusieurs boules que nous appelons dans notre jargon noyaux fibromateux sur l'utérus, on peut faire recours à un examen plus ponctueux qu'on appelle IRM, c'est-à-dire imagerie par résonance magnétique. Ça coûte un peu cher, mais ça nous permet d'identifier même les fibromes de petite taille et nous donne la cartographie, c'est-à-dire leur situation, leur position sur l'utérus. D'accord. Docteur, vous pouvez revenir sur l'évolution ou bien les complications d'un utérus myomateux? Oui, le fibrome, on a deux possibilités. Le fibrome peut rester stationnaire et ne pas augmenter de taille et rester sur l'utérus jusqu'à ce que la femme n'arrive à la ménopause, période à laquelle elle ne sécrète plus l'estrogène, ce qui fait que le fibrome ne va plus augmenter de volume. Comme le fibrome peut augmenter de volume, devient de plus en plus gros et peut commencer par comprimer soit les organes de voisinage, par exemple la vessie en avant, le rectum en arrière, pouvant entraîner des signes de constipation. Il y a les urétères, c'est-à-dire les tuyaux qui drainent les urines des reins vers la vessie qui sont passés juste de côté de l'utérus. Ils peuvent être comprimés par un noyau fibromateux, ce qui va entraîner la stase, c'est-à-dire le blocage des urines au niveau des reins qui n'arrive plus à être drainé vers la vessie et le rein va commencer par augmenter de volume. Nous l'appelons dans notre terme urétéro-hydronéphrose qui peut être suspectée et diagnostiquée par une échographie ou bien un scanner. C'est ainsi que le fibrome aussi peut être à l'origine des saignements et le plus souvent ce sont les saignements qui amènent plus les dents. Les complications c'est plus les saignements et ce sont les fibromes qui sont situés dans la cavité utérine ou bien sous la muqueuse utérine. La muqueuse utérine, c'est la partie de l'utérus qui reçoit l'œuf après la fécondation. Si le fibrome est situé à cette partie, ça entraîne des règles abondantes ou bien des saignements en dehors des règles, qu'on appelle les métrorragies. Le fibrome peut se compliquer aussi de ce qu'on appelle la nécrobiose aseptique. C'est-à-dire le fibrome qui n'est plus bien vascularisé va se nécroser et là, il va commencer par entraîner une douleur de survenue brutale chez la femme
qui est amené avec des douleurs de bas-ventre. On peut avoir un peu de fièvre, un peu d'ictère, et à l'examen, on sent que le ventre est tendu. Mais le traitement, ce n'est pas d'emblée aller enlever le fibrome. Il faut d'abord faire un traitement médical, refroidir les douleurs, et après, on passe. Docteur, avant de rentrer dans le traitement, nous constatons que dans notre société actuelle, les femmes, si elles ont ces fibromes, le plus souvent, on a tendance, elles vont voir les guérisseurs traditionnels. Donc, ce fléau cause beaucoup de dégâts. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Est-ce que les guérisseurs traditionnels peuvent carrément enlever les fibromes à travers les décoctions que les femmes prennent, en leur faisant croire que cela peut enlever les fibromes? Le fibrome, son traitement, c'est de deux ordres. Soit le fibrome est petit, il ne cause pas de complications, on le surveille. Ou soit il se complique et il est obligatoirement traité par la chirurgie. Dire qu'un fibrome peut être accouché, expulsé après avoir bu une décoction, cela n'a pas encore été décrit par la littérature. Cependant, de petits fibromes, que nous appelons les polypes, ils sont dans la cavité utérine, des fois qui sont proches du col, peuvent se faire accoucher par le col, mais ne sont pas expulsés. On les retrouve souvent suspendus au col. Quand les dames viennent nous dire « je saigne » et qu'on passe à l'examen, on se rend compte que le fibrome est expulsé, mais c'est des fibromes de petite taille, de 2, 3 ou plus 4 cm qui sont accouchés par le col, qu'on peut réséquer par la voie basse en passant par le canal vaginal. Sinon, c'est la chirurgie qui peut traiter le fibrome. Donc, je rappelle, chers téléspectateurs, si vous nous regardez, si vous suivez cette émission PATMI, nous sommes avec Dr Joseph Adom, gynécologue obstétricien qu'on ne présente plus au Sénégal, particulièrement à Thiès. Lui, il est le chef de service de l'hôpital, le chef de service de la maternité de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Mais aujourd'hui, ce soir, on le trouve ici à la clinique mère et enfant, derrière le mur du centre culturel à Nguent. Ce soir, nous parlons sur grossesse et myome, myome et grossesse. Donc nous entamons la deuxième partie. Docteur, est-ce qu'il peut y avoir des fibromes en cas de grossesse? Oui, bien sûr. Un utérus fibromateur peut concevoir comme un utérus fibromateur ne peut ne pas concevoir. Ça dépend des cas. Donc le fibrome peut être associé à une grossesse. Et dans ce cas, il y a deux possibilités. Soit la femme est déjà connue porteuse d'un utérus fibromateux qu'on suivait et qui vient pour une absence de règles, et à l'examen, on se rend compte que cette dame est enceinte. Donc là, il nous revient de suivre la grossesse. Comme la femme peut venir pour dire j'ai une absence de règles, donc elle a fait un test qui est positif, et à l'examen ou bien en faisant l'échographie, on se rend compte que ce n'est pas seulement la grossesse qui est dans l'utérus, mais il y a aussi des noyaux, un ou plusieurs noyaux fibromateux qui sont associés à cette grossesse. Donc, on peut avoir l'association myome ou bien fibrome et grossesse. D'accord. Docteur, si c'est comme ça, est-ce qu'il ne peut pas avoir des complications? Oui, l'association myome et grossesse peut avoir des complications, surtout si le fibrome est volumineux, même s'il est de petite taille. De petite taille, il peut avoir des complications. Et la première complication qu'on a le plus souvent, c'est la nécrobiose. C'est la nécrobiose aseptique. C'est-à-dire le fibrome se nécrose et va entraîner des douleurs. Mais malheureusement, il est interdit de faire l'intervention du myome, c'est-à-dire la chirurgie du myome au cours de la grossesse. Donc, il faut gérer les douleurs et accompagner la grossesse jusqu'à terme. Cependant, il y a d'autres complications. Il peut avoir un avortement parce qu'il y aura un conflit d'espace entre la grossesse et le fibrome, ou bien la grossesse n'est pas bien implantée à cause du fibrome. Il peut avoir des accouchements prématurés, toujours par conflit d'espace entre le fibrome et la grossesse, comme il peut avoir des complications, au cours de l'accouchement. Le fibrome peut constituer un obstacle pour la sortie de l'enfant. Et si même le fibrome n'est pas bas situé, s'il est même au niveau
du haut de l'utérus et qui n'empêche pas le fœtus ou bien le bébé de sortir au cours de l'accouchement, le fibrome peut empêcher l'utérus de bien se contracter pour que l'accouchement puisse avoir lieu. Donc la femme rentre en travail, les contractions utérines ne seront pas efficaces, ce qui fait que le col ne va pas s'ouvrir ou bien va tarder à s'ouvrir. Et lorsque le col tarde à s'ouvrir, la femme est fatiguée, le bébé aussi est fatigué et en ce moment, on parle de souffrance fœtale. Et si on n'intervient pas très vite, on risque de perdre le bébé. Et lorsque dans ce cas, on fait la césarienne? Dans ce cas, on finit par une césarienne. Et lorsque le fibrome est situé un peu plus bas, il devient un obstacle pour la descente du bébé. Là, il va constituer aussi un obstacle pour le bébé. Et si on n'intervient pas tôt, on risque de perdre le bébé et même la femme risque de perdre son utérus parce qu'il peut y avoir une rupture utérine. L'utérus peut se rompre. Et quand l'utérus se rompt, l'enfant tombe dans l'abdomen, la femme saigne, il faut aller en urgence. Et des fois, quand on arrive, c'est un peu trop tard pour encore conserver cet utérus. On est obligé de sortir un enfant qui est déjà décédé et d'enlever aussi l'utérus. Maintenant aussi, après l'accouchement, on peut avoir des hémorragies. Parce que le travail étant trop long, l'utérus n'arrive plus à revenir à sa taille initiale. Donc, le placenta peut être retenu dans l'utérus, comme le placenta peut être expulsé, et l'utérus ne refuse de se rétracter pour redevenir comme il était avant. Et quand l'utérus ne se rétracte pas, la femme saigne. Si le placenta n'est pas sorti aussi, la femme va saigner. Et tout ça, ça met en danger la vie de la femme. Donc, le traitement? Bon, le traitement au cours de la grossesse, en début de grossesse, si on voit que l'utérus est fibromateux et qu'il y a une menace, comme une menace pour l'avortement ou bien une menace pour l'accouchement prématuré, on procède à ce qu'on appelle un cerclage. Maintenant, en quoi consiste un cerclage? C'est déjà après 2 mois et demi, voire 3 mois de grossesse, on prépare la dame pour une petite intervention qui consiste à fermer le col par une suture qu'on va laisser en place jusqu'à ce que la grossesse n'arrive proche du terme, c'est-à-dire à 8 mois et demi, voire 9 mois, et on enlève la suture pour voir si elle peut accoucher par voie basse ou bien on peut faire une césarienne. Maintenant, si la grossesse arrive à terme et qu'on se rend compte que le fibrome peut constituer un obstacle pour la sortie de l'enfant, on passe d'emblée à une césarienne. On ne va pas attendre que la femme rentre en travail. Donc ce sont des césariennes programmées qu'on appelle les césariennes prophylactiques. Et pour l'accouchement par voie basse, lorsque l'accouchement a lieu et que l'utérus est fibromateux, il faut rapidement procéder à la sortie du placenta pour ne pas le faire traîner dans l'utérus et créer un saignement. Et aussi après la sortie du placenta, 2 ou 3 jours, voire les jours qui suivent l'accouchement, on peut avoir aussi des complications du fibrome qui peut se nécroser, qu'on appelle la nécrobiose septique. Là, il faut procéder à l'administration d'antibiotiques à la dame après l'accouchement, bien surveiller cette dame pour que le fibrome ne se nécrose pas pour créer une infection cependant à la dame. Parce que cette nécrose septique peut aller jusqu'à une gangrène. L'utérus va se gangrène, donc va s'infecter, va commencer par s'effriter et on serait obligé de faire une hystérectomie, c'est-à-dire enlever l'utérus. Je me rappelle, on a une fois fait une intervention chirurgicale, une césarienne, d'une dame qui avait des myomes sur grossesse et vous avez enlevé les myomes après la césarienne. Oui, c'est possible. Et depuis lors, ça m'a un peu... Oui, c'est possible. Parce que des fois, le myome est bas situé, juste à l'endroit où on devait ouvrir pour sortir l'enfant. C'est l'endroit que nous appelons le segment inférieur. Après avoir fait l'ouverture de l'utérus et on sort l'enfant, on se rend compte que la position du myome ne nous permettra plus de pouvoir refermer l'utérus. Or, notre objectif premier, après avoir sorti l'enfant, c'est de vite refermer l'utérus pour éviter les hémorragies. Donc, dans ce cas, on est obligé d'enlever le fibrome. Là, on est forcé d'enlever le fibrome pour pouvoir fermer l'utérus et réduire les risques hémorragiques. Donc, je rappelle, chers téléspectateurs, amis fidèles de Prestige TV, vous qui aimez cette émission Santé Prestige appelée PAJMI,
Nous sommes avec Dr Joseph Adom, gynécologue obstétricien, chef de service de la maternité de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Thiès, que nous avons rencontré aujourd'hui au cabinet mère-enfant de Thiès, derrière le centre culturel ici à Nguyen. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Dr Adom, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer à ces femmes qui viennent dans vos consultations? Bon, pour les dames qui viennent en consultation, d'abord, c'est de respecter les conseils qui sont donnés par les infirmiers. On commence toujours par la base, les sages-femmes, les médecins généralistes, voire les spécialistes. Parce qu'il y a des femmes qui ont été diagnostiquées porteuses d'utérus fibromateux, qui pouvaient se faire opérer à temps, mais qui traînent. Et ça aussi, ça se comprend, c'est la peur de la chirurgie, surtout si on n'a pas fait un bon counseling et expliquer à la dame quels sont les risques qu'elle peut avoir après. Elles vont traîner, les fibromes vont continuer à augmenter de volume, d'autres vont pousser encore, jusqu'à ce que des fois l'utérus ne soit occupé tous par des noyaux de fibromes. En ce moment, il nous est même difficile d'enlever les fibromes et de garder encore l'utérus parce qu'on n'a pas de tissu pour pouvoir reconstituer l'utérus. On finit par faire une ablation totale, on enlève tout l'utérus et les fibromes. Là, la femme perd son utérus. Donc, quand elle part en consultation et que le diagnostic de fibrome est posé, qu'il s'impose une chirurgie, il y a la peur, c'est vrai, mais il faut qu'elles aient confiance à leurs soignants et qu'elles soient suivies et qu'elles puissent subir la chirurgie à temps. Parce que plus le fibrome dure, plus il peut augmenter de volume, plus il peut aussi entraîner des complications. Et lorsqu'il y a une grossesse associée à un fibrome... Docteur, parmi les complications, j'avais oublié, est-ce que ça ne peut pas causer une anémie, perte de sang, le fait que tu perds du sang, ça ne peut pas amener une anémie? Bien sûr, effectivement, lorsqu'il y a des règles abondantes ou bien des saignements en dehors des menstruations, en dehors des règles, on finit par s'anémier. On finit par s'anémier et il nous arrive de trouver des femmes qui arrivent dans un état de choc. C'est-à-dire qu'elles ont tellement perdu du sang qu'à un moment, elles n'arrivent même plus à se tenir debout. On les amène dans un état vraiment catastrophique qu'il faut rapidement transfuser, d'abord remonter le taux d'hémoglobine pour arriver à la normale avant de pouvoir passer à la chirurgie. Et tout ça, ça retarde encore l'intervention. Et surtout ces derniers temps, au moment où trouver du sang même, c'est un peu difficile. C'est difficile. Il faut au moins un taux d'hémoglobine acceptable autour de 10 pour pouvoir subir une chirurgie. Imaginez quelqu'un qui est arrivé avec 4 grammes d'hémoglobine. Pour remonter le taux d'hémoglobine de 4 jusqu'à 10, il lui faut des poches de sang. Et n'oublions pas qu'il y a aussi des accidents transfusionnels. Des accidents par rapport à la transfusion. Donc, vaut mieux se faire consulter tôt et prendre des médicaments et de limiter la transfusion pour éviter aussi les accidents par rapport à la transfusion. Docteur, votre dernier mot. Bon, j'invite les dames et en même temps les maris, surtout aussi, parce que souvent c'est les femmes qui consultent, mais il faut que les maris aussi les accompagnent. Oui, je parle là au nom des maris, qui les accompagnent, qui les soutiennent. Parce que des fois les femmes ont la volonté de venir à l'hôpital, les femmes viennent consulter, on prescrit le bilan, elles font le bilan, mais quand elles retournent avec le devis ou bien l'indication, le mari dit non, il faut attendre d'abord, etc. Et les maris aussi traînent. Il faut que les maris accompagnent les dames aussi et venir une fois peut-être à l'hôpital et écouter ce que le médecin dit. Parce que souvent les femmes viennent seules, tout ce qu'on leur dit, c'est un peu difficile de retransmettre correctement ce que nous avons dit. Une fois en passant, il y a des maris qui accompagnent aussi eux. Je les salue et je les félicite au passage pour venir s'enquérir de l'état de leur femme. Félicitations à ces maris et les autres aussi. Il faut qu'ils viennent au moins une fois en passant savoir ce que le médecin décide sur le diagnostic ou bien sur l'état de leur femme. Donc, je rappelle encore ce soir, nous sommes à la fin de l'émission. Nous étions avec Dr Joseph Adom, gynécologue obstétricien, chef de service de la maternité de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, que nous avons rencontré aujourd'hui au cabinet mère-enfant de Thiès, derrière le centre culturel de Nguyen, au 78 823 10 10, si vous voulez rencontrer Dr Joseph Adom à la clinique, au cabinet mère-enfant, appelez au 78 823 10 10.
Donc, c'est la fin de l'émission. Je vous donne rendez-vous à un autre numéro de Prestige Santé PADMI. Au passage, je remercie mon caméraman Ousmane qui fait un excellent travail et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.